Bonjour, dans la série des vidéos relatives à la cryptographie, nous avons vu d'abord la terminologie, ensuite la cryptographie symétrique, puis asymétrique qui est également une clé publique. Nous avons vu que la cryptographie symétrique ou asymétrique sert essentiellement à assurer la confidentialité et pour l'intégrité, nous avons parlé des fonctions de hachage et par la suite, on a dit que ce n'est pas suffisant pour assurer la non-répudiation. Pour cela, il faut utiliser la signature, la notion de signature. Maintenant, nous sommes arrivés à la partie certificat. D'abord, pourquoi on a besoin des certificats? Vous vous rappelez, que ce soit pour le chiffrement ou la signature, on suppose l'authenticité des clés publiques qui sont en général disponibles sur un annuaire ou un serveur web. En gros, quand je veux vous euh, envoyer un message confidentiel, je le chiffre avec votre clé publique. Donc, j'utilise votre clé publique. La question qui se pose, qui me garantit que cette clé publique vous appartient à vous et pas à quelqu'un d'autre? Cette clé publique, elle est disponible dans un annuaire, un serveur web ou quelqu'un me l'a envoyée. Est-ce qu'elle vous appartient réellement? La même question se pose lors de la signature. Si je veux vérifier votre signature, j'utilise votre clé publique. Encore une fois, cette clé publique, je l'ai trouvée dans un annuaire ou un serveur qui me dit que cette clé publique vous appartient à vous et pas à quelqu'un d'autre. Donc la signature garantit que le message provient bien du détenteur de la clé privée, mais pour vérifier la signature, j'ai besoin de la clé publique du signataire et la question qui se pose, c'est à qui appartient réellement cette clé privée et donc la clé publique, cette clé publique, pardon, et donc le couple clé publique, clé privée qui ont été utilisés pour la signature, vérification de la signature. Pareil, le chiffrement garantit bien que le message ne pourra pas être déchiffré que par le détenteur de la clé privée, ici je parle du chiffrement asymétrique, mais lors du chiffrement, j'ai bien utilisé une clé publique du destinataire. La question qui se pose, c'est à qui appartient réellement cette clé publique? Est-ce que c'est vraiment du destinataire ou à quelqu'un d'autre? Donc, globalement, étant sûr qu'il ne s'agit pas d'un usurpateur. Le scénario d'usurpation est le suivant. Ici, on suppose que Alice et Marie euh, sont gentils, veulent s'envoyer des messages confidentiels. Par contre, Bob, c'est le méchant, c'est le pirate. Il veut intercepter ces messages, modifier, signer, etc. Donc, Bob, qu'est-ce qu'il va faire en premier? Ben, il va générer une paire de clés, clés publiques, clés privées. Il va garder sa clé privée et il va modifier l'annuaire ou le serveur web qui héberge les clés publiques et il va y publier sa clé publique à lui en disant que c'est la clé publique de Alice. En gros, il va remplacer la clé publique de Alice si elle existe par la sienne. Donc tout le monde qui va utiliser cette clé publique, il va croire que c'est la clé publique de Alice, mais en réalité c'est la clé publique du Bob. Et du coup, Bob, il peut maintenant lire les courriers destinés à Alice et même signer des messages en se faisant passer pour Alice. Comment? Si Marie envoie un message M confidentiel chiffré à Alice, Marie va bien évidemment le chiffrer avec la clé publique de Bob, en croyant que c'est la clé publique d'Alice. Elle a récupéré la clé publique qui est disponible sur l'annuaire sous le nom clé publique de Alice, mais en réalité, c'est la clé publique de Bob. Elle ne se rend pas compte. Et donc, quand Marie va chiffrer les messages, elle va les chiffrer avec la clé publique de Bob. Le message peut bien évidemment être déchiffré par Bob parce que Bob contient l'autre paire de la clé privée qui correspond à cette clé publique. Et donc, il peut lire les courriers ou les messages confidentiels destinés à Alice. Pareil pour la signature. euh, Quand Bob il veut se faire passer pour Alice, il prend un message, il le signe avec sa clé privée et il l'envoie en disant voilà un message signé par Alice. Alice, c'est son directeur, c'est le président, etc. Il veut se faire passer pour Alice et signer des messages à sa place. Donc, quelqu'un qui veut vérifier la signature, il va sur l'annuaire, comme pour tout à l'heure, il récupère la clé publique en croyant que c'est la clé publique d'Alice alors que c'est la clé publique de Bob. Il va vérifier la signature. La signature va donner le résultat verified OK. Donc, il va, la personne va croire que le message a été signé par Alice alors qu'en réalité, elle a été signée par Bob. Et du coup, les signatures, le chiffrement, etc., ne résolvent pas entièrement le problème de l'authenticité. On introduit alors la notion de certificat. En réalité, le certificat, c'est quoi? Le certificat, c'est un document. Je fais toujours la corrélation avec une carte d'identité ou un passeport. Il est destiné à prouver l'authenticité d'une clé publique
prouver le lien entre une identité et une biclé, clé publique, clé privée, et établir donc un environnement de confiance entre deux entités ayant besoin de communiquer, de s'échanger des informations non répudiables et donc utilisant la signature, et, ou des informations confidentielles, donc utilisant le chiffrement asymétrique en particulier. Donc en gros, le certificat, c'est un moyen, c'est un document dans lequel une autorité va prouver que cette clé publique que j'utilise pour chiffrer un document confidentiel ou destiné à une certaine personne, ou cette clé publique que j'utilise pour vérifier la signature d'une certaine personne, le certificat garantit que cette clé publique appartient bien à la personne avec laquelle je souhaite communiquer. Donc, j'ai dit tout à l'heure, je fais la corrélation avec un passeport. Un passeport, il est délivré par une autorité de certification qui est la préfecture. Pareil, un certificat, c'est un fichier qui est délivré et certifié par une autorité de certification. Un passeport, il est nominatif. Pareil, un certificat, il appartient à une entité donnée, que ce soit une personne, un serveur, etc. Il a une durée de validité comme un passeport. Un passeport, il a une date de début, une date de fin. Pareil, un certificat, il a une date de début, une date de fin. Il n'est pas infini. Les clés ne sont pas utilisées pour une durée indéfinie. Et un certificat, il est révocable. Un passeport, on peut le perdre. Dans ce cas-là, il est révocable. Pareil, un certificat, ben, on peut perdre la clé privée qui correspond à la clé publique qui est dans le certificat. On peut également oublier le mot de passe de la clé privée ou la clé privée soit divulguée. Dans ce cas-là, les clés publiques privées ne peuvent plus être utilisées et du coup, le certificat doit être révoqué. Et également, il est à usage unique. Ça veut dire que vous vous rappelez bien, un certificat, on a dit, il prouve le lien entre identité et une clé publique. Un certificat, il contient une clé publique et il certifie qu'elle appartient à une certaine entité. Et donc, cette clé publique, elle sert soit à signer, soit à chiffrer avec tel ou tel algorithme. Et donc, elle est à usage unique. Elle ne peut pas tout faire. Le standard actuel des certificats, euh, euh, ou de manière globale, un certificat, il contient les informations suivantes ou les parties suivantes. D'abord, les informations sur le détenteur, son nom, son organisation, son unité organisationnelle, son adresse mail, etc. La validité, bien sûr, un certain nombre d'informations. Puis, sa clé publique. Et puis, vous vous rappelez bien, on avait dit que le certificat il sert à certifier la relation entre cette clé publique et ces informations du détenteur. Et donc, le certificat, il est signé par une autorité de certification qui garantit ces informations. Alors, cette autorité de certification, qu'est-ce qu'elle fait? Elle collecte, génère, vérifie ces informations que j'ai désignées ici par M et va les signer que j'ai désignées ici par S. Donc, un certificat, il contient M et S ou la concaténation de M et de S. Comment S est calculé? Ben, c'est une signature normale, ordinaire. Une signature, c'est le chiffrement du hash du contenu du certificat que j'ai nommé ici M avec la clé privée de l'autorité de certification. Donc, l'autorité de certification a utilisé sa clé privée après les vérifications, bien sûr, pour certifier que cette clé publique appartient à ce détenteur. Et donc, elle a chiffré le hash de ces informations avec sa clé privée. Le standard actuel, c'est le format X509 version 3. Il contient les informations suivantes, la version du certificat, le numéro de série, l'algorithme que l'autorité de certification a utilisé pour calculer la signature, le nom bien sûr de cette autorité de certification, la période de validité de telle date à telle date, le nom du propriétaire du certificat. En général, les certificats serveurs, ils ont une durée entre 3 ans et 5 ans maximum. Et le certificat des personnes, en général, c'est une année, mais c'est l'autorité qui décide. Le nom du propriétaire du certificat et surtout la clé publique ici. Donc, on a le nom et la clé publique. Plus l'algorithme à utiliser avec la clé publique, ça veut dire que cette clé publique ben, elle sert à chiffrer avec RSA ou à signer avec DSS, l'algorithme DSS ou autre. Il y a des informations optionnelles, des extensions, et finalement la signature de l'autorité de certification. On avait dit la signature de l'autorité de certification, c'est le calcul du hash de toutes ces informations et leur chiffrement avec la clé privée de l'autorité de certification. Alors maintenant, si je veux chiffrer un message et vous l'envoyer, vous êtes le destinataire. Donc, pour les chiffrer, en chiffrement asymétrique, j'ai besoin de votre clé publique. Et vous déchiffrez avec votre clé privée, bien sûr. Et donc, j'ai besoin de votre clé publique, sauf qu'on avait dit, qui me garantit que cette clé publique est bien la vôtre?
Dans ce cas-là, je ne vais plus vous demander votre clé publique, mais je vais vous demander votre certificat, où je vais aller dans l'annuaire et chercher votre certificat et extraire la clé publique à partir de votre certificat. Pareil, si je veux vérifier une signature, vous avez signé un message, je veux le vérifier, eh ben, je veux joindre votre clé publique, c'est la clé publique du signataire. Pareil, je ne vais plus vous demander votre clé publique, je vais vous demander votre certificat, où je vais aller dans l'annuaire ou le serveur des certificats et récupérer votre certificat, bien sûr faire des vérifications et à partir du certificat, récupérer votre clé publique, je vais utiliser pour vérifier la signature. J'ai bien dit, il faut d'abord vérifier le certificat avant de l'utiliser, sinon ça ne sert à rien. Donc ici, nous avons un exemple de certificat, un exemple simplifié bien sûr, où il y a l'autorité de certification qui s'appelle ACBOB, autorité de certification de Bob. Le détenteur du certificat, c'est Bob Dupont. Voilà son entreprise, son adresse mail, la date de validité du certificat, la clé publique, etc. Et puis la signature. Vous vous rappelez, on avait dit, cette signature, c'est le chiffrement du hash de toutes ces informations contenues dans le certificat avec la clé privée de l'autorité de certification. Donc, vous me donnez ce certificat pour que je puisse y extraire la clé publique, pour que je puisse vous envoyer des informations chiffrées ou vérifier votre signature sur un document. Donc, avant d'extraire cette clé publique, je vérifie d'abord le certificat. Et donc, dans les phases de vérification de certificat, il y a la vérification de la signature. Comment je vérifie la signature? C'est une vérification de signature normale. La signature, c'est le chiffrement du H2M avec la clé privée de l'autorité de certification. Donc d'abord, je déchiffre la signature avec la clé publique de l'autorité de certification, parce que ce qui a été utilisé ici, c'est la clé privée. Donc si je déchiffre, normalement, je retrouve H2M. Je recalcule le H du contenu du certificat et je compare ce H avec celui-là, ou cette empreinte avec celle-là. Si c'est égal, ça veut dire que le certificat est valide et que la clé publique de Bob Dupont est A5, 3F, etc. Bien sûr, j'ai simplifié ici la vérification, je l'ai réduit à la vérification de la signature, mais il y a d'autres vérifications qu'on va voir qui vont se faire également. En tout cas, ici, au lieu d'utiliser votre clé publique, je vous demande votre certificat, je vérifie la signature de l'autorité de certification qui est dans le certificat en utilisant la clé publique de l'autorité de certification avant de pouvoir extraire la clé publique. Donc, l'utilisation du certificat, d'abord, je vérifie la signature. J'ai expliqué comment. Bien sûr, je vérifie la validité du certificat également, parce qu'il y a date de début, date de fin. Si je veux utiliser le certificat alors que là, il est expiré, il faut que je vérifie cette expiration. Vérifier également la révocation. On avait dit tout au début qu'un certificat, il est révocable. On avait dit qu'on peut le révoquer si jamais, par exemple, euh, la clé privée qui correspond à la clé publique qui est utilisée dans le certificat n'est plus valide ou n'est plus utilisée ou elle est corrompue ou elle est connue de tous, ben, il ne faut plus que les gens utilisent ma clé publique qui correspond à cette clé privée. Et donc, il faut que je révoque le certificat. Donc, il y a une vérification de la révocation. Bien sûr, vérification de l'usage, c'est-à-dire de l'algorithme avec lequel je vais pouvoir utiliser le certificat. Alors, tout ça, c'est bien, mais c'est compliqué parce que il faut assurer un certain nombre de choses. Il faut assurer la génération des clés publiques et privées. Il faut assurer qui va faire les vérifications. Il faut assurer qui va certifier, qui va signer, qui va diffuser, comment il va diffuser, donc quel annuaire, qui va horodater, etc. Donc, il y a énormément d'actions, d'où la nécessité de ce qu'on appelle une infrastructure de gestion de clés ou d'une PKI, Public Key infrastructure ou une infrastructure de clés publiques ou une infrastructure de gestion de clés. Alors, ce terme, recouvre tous les services mis en œuvre pour assurer la gestion des clés publiques et des certificats, c'est-à-dire enregistrer les utilisateurs, vérifier leurs attributs, générer les certificats, publier les certificats valides, publier les certificats révoqués, identifier et authentifier les utilisateurs, archiver les certificats, etc. Pour pouvoir assurer ces services, une IGC ou une PKI, elle a un certain nombre de composants importants ou fondamentaux obligatoires, notamment une autorité qu'on va appeler l'autorité de certification, c'est elle qui va imposer son tampon, c'est elle qui va signer, qui va chiffrer, qui va signer, qui va délivrer le certificat signé, qui va certifier. Puis, une autorité d'enregistrement. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai fait l'analogie avec un passeport.
Un passeport, on passe par des étapes avant qu'on nous le délivre signé. D'abord, on se rend compte à l'arrondissement ou au bureau concerné, on apporte les documents, ils vérifient avec nous ces documents et après, ils l'envoient à la préfecture revérifie, génère le passeport et le signe. Ben, pareil, ici, l'autorité de certification, ben, c'est la préfecture et l'autorité d'enregistrement, c'est l'arrondissement qui vérifie les informations, qui vérifie les documents et également j'ai besoin d'un service de publication ou une autorité de validation ou un service où on va publier, qui va s'occuper de valider et de publier, et puis l'annuaire qui contient les clés publiques, les certificats distribués, les certificats révoqués, etc. Donc, les acteurs de la certification, c'est d'abord le porteur, c'est son nom qui se trouve dans le certificat, il est référencé par le certificat, il est le seul à posséder la clé privée associée à la clé publique qui est dans le certificat. Il y a bien sûr l'utilisateur, c'est-à-dire si je veux vous chiffrer un message confidentiel, j'ai besoin de votre certificat, vous êtes le porteur du certificat, je suis l'utilisateur du certificat. Donc, il utilise le certificat, il vérifie que l'identité indiquée par le certificat est bien son nom interlocuteur. Il vérifie que le certificat n'est pas révoqué, il vérifie l'usage qu'il veut faire du certificat, il vérifie l'authenticité et l'intégrité du certificat à l'aide de la clé publique de l'autorité de certification, c'est-à-dire la signature imposée dans le certificat, etc. Mais sur l'autorité de certification, c'est un autre acteur qui émet les certificats, qui doit avoir la confiance des utilisateurs. Que si vous êtes une autorité qui certifie et que les gens ne vous font pas confiance, ben, on ne va pas pouvoir utiliser le certificat que vous avez signé. Bien sûr, il va diffuser la valeur de la clé publique dans le certificat et peut optionnellement créer des clés publiques et privées, mais ce n'est pas une obligation. Il est tout à fait envisageable que le porteur crée lui-même ses clés publiques, clés privées. Il donne la clé publique à l'autorité de certification avec les preuves que c'est sa clé publique et l'autorité de certification crée le certificat et le signe. Donc, il y a l'autorité d'enregistrement. On a dit que c'est elle qui vérifie. euh, Elle dépend bien sûr de l'autorité de certification. Elle s'occupe des aspects administratifs, réceptionner les utilisateurs, vérifier leur identité, vérifier qu'elles sont habilitées à recevoir les droits qui vont être indiqués dans le certificat, s'assurer que l'utilisateur ou le porteur possède bien un couple de clés publiques et privées, va mettre la clé publique dans le certificat temporaire non signé parce que c'est l'autorité de certification qui va le signer. Donc, l'autorité d'enregistrement va faire les vérifications puis transmettre la demande à l'autorité de certification et c'est l'autorité de certification qui va pouvoir signer. Le schéma est le suivant. On a le porteur du certificat, il demande la création ou la révocation ou la suppression de son certificat. Bien sûr, quand il demande la création, l'autorité d'enregistrement, elle vérifie toutes les informations, demande les documents, etc. Alors, la vérification peut être en présentiel, en ligne, ça dépend. Elle envoie la requête à l'autorité de certification qui va signer le certificat. Et bien sûr, quand le certificat est signé, créé, il va être mis dans un répertoire. Et bien sûr, l'utilisateur qui veut vous chiffrer des documents ou vérifier votre signature sur des documents, il a besoin de votre clé privée, de votre clé publique. Il va aller la récupérer dans le certificat qui est disponible dans l'annuaire ou le répertoire mentionné ici. Donc, toujours dans les acteurs de la certification, euh, il y a des acteurs qui sont annexes, qui peuvent exister, mais ce n'est pas obligatoire. C'est l'autorité d'approbation des politiques et spécifie les règles selon lesquelles les autorités de certification sont autorisées à délivrer des certificats. Ça veut dire que je suis une autorité de certification, mais il faut que je sois reconnu dans mon pays ou à l'international ou au niveau européen ou autre, que je suis une autorité qui est habilitée à délivrer et signer des certificats. Donc, il faut qu'il y ait une autorité en France, c'est l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui me donne ce label. Il y a également l'autorité d'horodatage parce qu'il y a la notion de temps. L'autorité d'horodatage, il délivre des marques de temps ou des jetons signés. L'autorité d'attribut, il délivre des sous-certificats temporaires, comme par exemple des délégations de signature pour une durée bien définie. Un service de séquestre ou de recouvrement des clés au cas où les clés sont perdues. Est-ce qu'il y a possibilité de stocker la clé privée associée au certificat, bien sûr, de manière sécurisée, et la reproduire en cas de perte de cette clé, etc. Mais ce n'est pas une obligation de disposer d'un service de séquestre. Donc, l'utilisation d'un certificat, tout à l'heure, on avait dit on vérifie la signature.
On a expliqué comment vérifier la signature, c'est en utilisant euh, euh, ici, pardon, la signature, c'est le chiffrement de H2M avec la clé privée, c'est pas la clé publique ici, c'est la clé privée. Ici, c'est une erreur, donc c'est la clé privée de l'autorité de certification. Et donc, pour vérifier la signature, j'ai besoin de la clé publique de l'autorité de certification, vérifier la validité, la révocation et l'usage. Ça, c'est ce qu'on a dit. Sauf qu'une question qui se pose. Ici, j'ai dit, je vérifie la validité, parce que la signature, c'est le chiffrement de H2M avec la clé privée de l'autorité de certification. Donc, pour vérifier cette signature, j'ai besoin de la clé publique de l'autorité de certification. Vous vous rappelez ici, je peux revenir sur le slide où on a parlé de ça. La vérification du certificat, ici, utilise la clé publique de l'autorité de certification, parce que cette signature, c'est avec la clé publique, donc la clé privée, donc je déchiffre avec la clé publique pour retrouver H2M et recalculer H2M et comparer. Donc, je récapitule, pour vérifier la signature imposée dans le certificat, j'ai besoin de la clé publique de l'autorité de certification. Sauf que cette clé publique, je vais la trouver où? Dans le certificat de l'autorité de certification. Et du coup, la même question se pose. Pour extraire cette clé publique du certificat de l'autorité de certification, il faut que je vérifie le certificat de l'autorité de certification. Je le vérifie avec quoi? Avec la clé publique de l'autorité qui lui a signé le certificat, et ainsi de suite. Et donc, du coup, ici, il y a la notion de remonter la chaîne de certification. Ça veut dire mon certificat il est signé par une autorité. Pour pouvoir vérifier mon certificat, j'ai besoin de la clé publique de l'autorité qui m'a signé mon certificat. Cette clé publique, avant de l'utiliser, il faut que j'ai le certificat de l'autorité de certification et ainsi de suite. Donc, ici, c'est un schéma. J'ai mon certificat. Il contient une signature. Cette signature, elle est faite par une autorité de certification. Pour vérifier ce certificat ou cette signature, j'ai besoin de la clé publique de l'autorité de certification. Donc, pour pouvoir récupérer la clé publique de cette autorité de certification, j'ai besoin de son certificat à elle-même, à cette autorité de certification. Pareil, il faut que je le vérifie. Donc, cette signature qui est imposée sur le certificat de l'autorité de certification, vous la voyez ici. Pour la vérifier, j'ai besoin de la clé publique de l'entité ou l'autorité qui a signé ce certificat. Et donc, je suis obligé de remonter jusqu'à une autorité qu'on appelle une autorité de certification racine. Ça veut dire que c'est elle qui a auto-signé son certificat. Ça veut dire que je ne peux plus monter davantage. Donc, il y a moi ici, ou mon certificat. Ici, c'est une autorité ou autorité de certification intermédiaire. Et ici, c'est une autorité de certification racine. Il peut y avoir plusieurs autorités de certification intermédiaire, comme il peut ne pas y avoir, c'est-à-dire directement une autorité racine. La différence entre une autorité intermédiaire et une autorité racine, c'est qu'une autorité intermédiaire, celle-là, par exemple, et celle du milieu ici, son certificat il est signé par une autre autorité supérieure, alors que l'autorité racine, il n'y a pas d'autorité supérieure, elle a auto-signé son certificat. Et du coup, le certificat de cette autorité racine, il faut que je lui fasse confiance, je le vérifie d'une manière différente. Donc la confiance finalement est déplacée vers l'autorité de certification racine. Donc des autorités peuvent en certifier d'autres. On aboutit à une chaîne de certification, comme on a vu ici. À la racine, on a forcément un certificat racine auto-signé. Je dis bien racine auto-signé. Ici, c'est l'autorité d'en haut, il n'y a pas plus haut. Si on ne fait pas confiance à cette autorité racine, toute la chaîne de certification ne sert à rien. Donc, si je suis recruté dans une entreprise et on m'a donné mon certificat, on me donne également, par exemple, mon badge, etc. et le certificat de l'autorité racine que je vais utiliser. Si vous ouvrez votre navigateur, vous allez voir dans l'onglet relatif au certificat un certain nombre de certificats d'autorité racine auxquels vous faites déjà confiance et qui sont déjà installés ou stockés sur votre navigateur. Donc, généralement, il s'agit d'une organisation très réputée et qui a la confiance de tous, sinon ça ne sert à rien. Pour la révocation du certificat, certificat, il est révoqué s'il est expiré, la date de validité, on avait dit. Si la clé privée est compromise ou perdue, ou n'est plus protégée,
Si il y a eu un usage illicite du certificat et des clés, et donc on veut plus que le certificat soit utilisé, on veut que ça soit révoqué. Ou par exemple, un utilisateur qui travaille chez nous et qu'on lui a délivré un certificat d'un an, au bout de 6 mois, il a quitté le poste. On ne veut plus qu'il utilise le certificat pour accéder aux services de l'entreprise, donc on révoque son certificat, entre autres. Donc, pour vérifier la révocation du certificat, il y a ce qu'on appelle les CRL. CRL, c'est Certificate Revocation List. Donc, on vérifie la révocation de certificat à partir d'un URL accessible publiquement et bien connu, par exemple celui-là de VeriSign, ou manuellement en téléchargeant la liste des certificats révoqués, ou bien à partir d'une URL contenue dans le certificat racine. Ça veut dire le certificat racine, parmi les champs qu'il contient, il y a un lien vers l'URL. Et quand on vérifie le certificat, la signature, la validité, etc., on va dans ce lien et vérifier avec le numéro de série si le certificat n'est pas révoqué ou pas. Ou à partir d'une URL contenue dans le certificat lui-même. Voilà, on arrive à terme de cette série de cours sur la cryptographie. On a vu que le chiffrement assure la confidentialité, que les empreintes qu'on a appelées Message Integrity Code, il assure l'intégrité, c'est fonction de hachage. On a vu également que les MAC, c'est Message Authenticity Code, qui est globalement une fonction de hachage avec clé, comme les HMAC, il assure l'intégrité et l'authenticité de l'émetteur. La signature également, elle assure la non-répudiation si elle est utilisée avec les certificats, parce que les certificats prouvent bien l'authenticité de la clé publique. Voilà, on arrive à terme. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de m'envoyer vos commentaires, vos questions afin que je puisse y répondre. Au revoir.